commencer la présentation. Bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur l'apport donc des neurosciences dans la prise en charge des pathologies de la hanche, notamment dans la boiterie, car c'est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment dans nos cabinets. Et donc, je vais vous parler essentiellement de cette boiterie qui est la question de ce soir, ça sera effectivement cette boiterie. Est-ce que on est en face d'une origine fonctionnelle ou d'une origine centrale? Donc la boiterie, la définition, eh bien c'est celle-ci, hein, c'est une difficulté à la marche provoquée par une instabilité lors du passage du pas. La boiterie, c'est vraiment quelque chose d'assez fréquent dans nos cabinets. Les causes, elles sont vraiment multiples. On peut avoir une cause antalgique, c'est-à-dire que c'est la douleur qui provoque une esquive lors du passage du pas. Ça peut être aussi une inégalité de longueur de membre et une malformation qui peut être à l'origine de ces boiteries. Et puis, il y a aussi donc l'insuffisance musculaire. Et là, on retrouve vraiment assez fréquemment cette inhibition sur le moyen fessier. Et donc, déjà, ça sera vraiment un message que je cherche à vous faire passer, c'est de tester la stabilité des bassins de vos patients et notamment du moyen fessier. Et vous verrez qu'on retrouve assez fréquemment des déficits du moyen fessier entre la droite et la gauche, même chez des patients auxquels on ne retrouve pas de pathologie particulière. Les pathologies de la boiterie, bien, nous allons retrouver tout ce qui est atteinte neurologique, les paralysies, les séquelles d'AVC, les pathologies traumatiques aussi, les fractures, les entorses, et puis bien sûr les suites opératoires comme les prothèses totales de hanche, les ligamentoplasties, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment très fréquent que l'on retrouve et pour lesquels des fois, eh bien, cette boiterie va perdurer. Et malgré notre bonne prise en charge, on retrouve encore des patients avec des gènes et des boiteries qui persistent pendant des semaines, voire pendant des mois. Ben, les conséquences de ces boiteries, ça va être vraiment au niveau de l'autonomie du patient, c'est-à-dire que c'est des patients qui peuvent présenter un périmètre de marche assez limité, ce qui va avoir aussi des conséquences au niveau social chez certaines personnes, notamment chez les personnes âgées. Et puis, tout ce qui est phénomène de compensation qui fait que, eh bien, on peut avoir aussi des douleurs qui vont apparaître dans d'autres secteurs comme le rachis lombaire, le genou, etc. Donc, en face d'une boiterie, notre but, c'est de vraiment faire une prise en charge très globalisée du patient et de ne pas oublier d'aller effectivement objectiver, notamment on y reviendra par la suite, ce moyen fessier. La prise en charge des boiteries, bien sûr, voilà, classiquement, je vais pas rentrer forcément dans les détails, mais on a besoin de travailler au maximum la mobilité, redonner de la mobilité dans les articulations, y compris dans les articulations sous-jacentes. La lutte contre la douleur va être importante avec toutes les techniques que l'on peut avoir dans notre boîte à outils. Et puis, bien sûr, ce travail de stabilité et de contrôle neuromoteur qui m'est cher et qui va être important à réaliser. La question que se pose ce soir par rapport à cette question du début qui était aussi donc, est-ce qu'on est face à une origine fonctionnelle ou une origine centrale? Eh bien, si le problème ne venait pas du cerveau. Donc, dans la première partie de ce soir, j'aimerais revenir sur cette notion d'inhibition motrice, qui est quelque chose qui nous parle souvent en tant que tel, mais à laquelle on a du mal à savoir
quoi mettre derrière. Déjà, ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'inhibition motrice, c'est un mécanisme normal du cerveau. Voilà, hein, c'est un mécanisme adaptatif essentiel du cerveau qui permet au cerveau d'ajuster la motricité. Le cerveau, hein, quand il va vouloir faire un mouvement, il va actionner des muscles, il va en inhiber d'autres. Donc voilà, l'inhibition motrice n'est pas quelque chose d'anormal. Ça permet d'éliminer les mouvements parasites et de faire un bon ajustement de la motricité. Ce qu'il faut bien comprendre dans les inhibitions motrices, c'est que c'est l'excès d'inhibition qui est pathologique. Non seulement cette inhibition, elle peut toucher la qualité de la contraction musculaire d'un muscle, c'est-à-dire, on va dire, quelque chose d'analytique, qu'on peut retrouver, donc, comme je vous l'ai dit, sur un moyen fessier, sur un quadriceps, sur des péronées latéraux, mais elle peut aussi perturber l'activation temporelle de toute une réalisation de contraction musculaire. Donc, sur la réalisation d'un mouvement, là, on sera plus sur un geste fonctionnel. Donc, dans le cadre d'inhibition motrice, ce qui va se passer, c'est que cet enchaînement de contractions va devenir dysfonctionnel. Donc, le nouveau mouvement créé par le cerveau va devenir adaptatif et avec ce que ça peut avoir comme répercussion à distance de l'articulation. Donc, voilà, on peut avoir donc des patients qui, on a l'impression qu'ils font un mouvement plus ou moins fonctionnel et qui arrivent à réaliser ce mouvement, mais ce mouvement est dysfonctionnel et ça a des répercussions à plus ou moins long terme, à distance. À nous de analyser vraiment cela et savoir quoi mettre en face. Le premier à vraiment en avoir parlé de ces inhibitions motrices, c'est Julián de Horiguera qui disait que pour lui, le désordre moteur n'était pas forcément d'origine déficitaire, mais pouvait provenir d'un dysfonctionnement, vraiment de la réalisation motrice. C'est-à-dire que, voilà, au lieu d'avoir une vision très mécanique in situ d'un problème musculaire, il a été l'un des pionniers dans la réflexion de se dire, eh bien, finalement, le muscle en lui-même peut fonctionner. Peut-être que c'est peut-être le côté neuromoteur qui pose problème, et en l'occurrence ici, le cerveau. Donc, pour pouvoir parler de tout ça, je vous montre ce petit dessin d'une réalisation de comment se passe la réalisation d'un geste. Donc là, vous avez donc plusieurs niveaux. Alors, hop. Le premier niveau ici, c'est tout ce qui est afférence, toutes les informations qui vont remonter au cerveau pour donner des renseignements sur le positionnement des articulations, la qualité de contraction, l'état de tension des muscles, etc. Donc toutes ces afférences et extéroceptives et proprioceptives qui vont aller faire, pour les afférences proprioceptives, un relais par le thalamus qui a besoin d'informations pour l'élaboration du bouillon de la réalisation de mouvement. Et sinon, ces informations vont aller dans une partie du cerveau qu'on appelle le cortex parietal, qui est la partie sensitive du cerveau, qui va analyser, trier ces informations et va ensuite les transmettre à des aires plutôt motrices préfrontales et frontales qui vont être responsables ensuite de transmettre ces informations à deux structures situées à la base du cerveau, les ganglions de la base et le thalamus, qui vont globalement réaliser un brouillon de ce que l'on demande comme gestuel. Une fois que ça c'est validé, ça part vers l'exécution de la commande motrice par les différentes structures que l'on peut retrouver. Donc, vous avez les aires motrices, les aires prémotrices, le cervelet, le cortex moteur primaire, et puis ensuite, ça redescend le tronc cérébral, la moelle, jusqu'à aller aux motoneurones des muscles pour la réaliser. Donc, ici, sur la partie de l'exécution de la commande motrice, à part si on a une lésion de ces structures, une fois que l'information et la commande est partie, il n'y a pas de possibilité de retour. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on a des lésions? Eh bien, on peut avoir des lésions de neurones, on peut avoir des lésions
de la moelle, à ce moment-là, eh bien, le message ne passe plus, et puis donc, on n'a plus d'exécution de la commande motrice. Moi, ce qui nous intéresse, c'est les deux sites où on peut avoir des problématiques. Le premier, c'est tout ce qui est donc ces informations qui remontent au niveau du cerveau. Et là, on peut avoir une première problématique, c'est-à-dire que on peut avoir, entre guillemets, des mauvaises informations qui remontent. Et forcément, avec ces mauvaises informations, eh bien, le cerveau va mettre en place une mauvaise motricité. Donc, c'est le premier lieu de problématique des inhibitions motrices. On parle d'une vision distale de l'origine d'une inhibition motrice. C'est donc la modification des informations fournies par les récepteurs articulaires qui n'est pas bonne. Ça peut entraîner, par exemple, une réduction de l'acceptabilité des motoneurones qui vont empêcher globalement, de permettre d'actionner pleinement les muscles. On le retrouve, par exemple, lorsque l'on a un gonflement au niveau d'une articulation. On le sait que le gonflement diminue l'extabilité des motoneurones et empêche d'actionner pleinement le muscle. Autre possibilité, eh bien, c'est au niveau des ganglions de la base et du thalamus, donc au niveau central, que là, on peut avoir donc le cerveau qui fait barrage à l'élaboration du mouvement. Parce que, eh bien, on peut retrouver plein d'origines, la douleur, la réalisation de mouvement à un moment donné a posé problème, qui fait que le cerveau va dire, bah, moi, je veux pas faire ce mouvement. Donc là, on parle d'une vision et d'une origine plutôt proximale de l'inhibition motrice. Donc c'est vraiment au cœur du cortex moteur que l'on a une problématique. Le cerveau, donc, comme je vous l'ai dit, va inhiber le démarrage du mouvement volontaire et le patient n'arrivera plus à réaliser ce mouvement. Du coup, quelles vont être les conséquences de ces inhibitions motrices? Eh bien, elles sont de plusieurs ordres que je vous ai mis dans ce tableau et qui sont autant de signes qui vont être importants à détecter chez nos patients et vont nous dire, tiens, je suis peut-être en face d'une inhibition motrice. Donc, vous allez avoir des patients, par exemple, qui vont présenter des atrophies musculaires qui perdurent, qui stagnent, qui ont aussi associé une baisse de la contraction maximale volontaire, qui vont avoir des sensations de quand j'essaie d'actionner un muscle, je sens que il y a toute une partie qui ne se contracte pas ou que j'arrive pas à sentir la contraction du muscle. Voilà. Toute cette signalétique doit nous faire penser à que je suis en phase d'une inhibition motrice. Deuxième conséquence, ça va être une gêne dans la stabilité de l'articulation et dans sa fonction. Donc, si on reprend le sujet de ce soir, ça va être par exemple eh bien, une instabilité au niveau du bassin, avec tout ce que cela peut engendrer sur les structures environnantes. Ensuite, ça peut être aussi des patients qui vont avoir un retard dans la rééducation, c'est-à-dire des patients qui vont bien progresser au début et puis qui, à un moment donné, vont stagner et on a l'impression que ils ne progressent plus, voire ils régressent, voire ils vont quasiment sortir du système de soins parce que ils sont douloureux ou que la rééducation ne leur apporte plus grand-chose. On peut avoir aussi, comme je vous l'ai dit, une perturbation du chemin moteur de contraction. Ça veut dire qu'on va avoir un schéma et un geste complètement dysfonctionnels. Et puis, on va avoir aussi des patients qui vont présenter des douleurs, mais plutôt des douleurs à type de gêne. C'est-à-dire que quand ils vont réaliser un mouvement, ils vont avoir une tension, quelque chose qui tire, quelque chose qui est douloureux. Alors, c'est pas la douleur post-opératoire hein, aiguë, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait de bien réaliser le mouvement. Nous allons voir maintenant dans une deuxième partie comment diagnostiquer ces inhibitions motrices face à une boiterie. La base du diagnostic des muscles inhibés, ça va être eh bien, un testing musculaire classique que vous retrouvez par exemple en neurologie, classé de 0 à 5.
auquel on va rajouter des sensations proprioceptives et c'est cela qui vraiment fait la différence pour le testing des inhibitions motrices. C'est-à-dire que vous allez faire réaliser un mouvement et vous allez demander au patient quelles sont ses sensations. Qu'est-ce qu'il sent quand il fait ce mouvement? Il doit être vraiment très concentré, focalisé sur est-ce que je sens des tensions, des gênes, qu'est-ce que je sens? Où est-ce que je sens souvent, moi, la question clé, c'est où est-ce que vous sentez que ça se contracte? On le fait bien sûr en bilatéral d'un côté par rapport à l'autre et le patient doit vraiment verbaliser et décrire le maximum d'informations. Parce que eh bien on se rend compte qu'avec ce tableau que on peut avoir quelqu'un qui a un testing classique côté A5 avec une amplitude et une résistance normale, mais qui peut paradoxalement décrire une sensation de ce côté, c'est facile, j'arrive bien à le faire, je sens bien tout mon muscle contracté. De l'autre, j'arrive à le réaliser, mais la sensation n'est pas la même. Il faut que je me concentre. Je sens une partie du muscle se contracter et pas une autre. Et ça, vraiment, c'est vraiment le côté neuromoteur qui rentre en jeu et qui va nous dire, bien, là, je suis peut-être en face d'une inhibition motrice. Donc, pour la boiterie, bien sûr, le muscle clé, je vous l'ai dit, hein, c'est le moyen fessier à aller tester. Donc, on peut éventuellement le tester en décubitus, où le thérapeute eh bien, va stabiliser d'une main le bassin du patient, placer la seconde alors plutôt sur la face latérale de la cuisse du sujet, et on va demander au patient de pousser vers l'adduction et donc, comme je vous l'ai dit, de décrire quelles sont les sensations qu'il peut retrouver dans ce mouvement. Donc souvent, hein, bien sûr, la première sensation que va décrire le patient, c'est plutôt la force. Donc il va dire, bah, je me sens moins fort par rapport à l'autre côté, c'est plus difficile, ok. Mais il faut aller un peu creuser au-delà de ce manque de force parce qu'on veut vraiment avoir ce côté sensitif qui va nous intéresser. Donc, où est-ce que vous sentez ça se contracte? Donc, il y a des patients qui vont dire, bah, là, je sens, parce qu'ils ont du mal à savoir vraiment décrire, tout le monde ne connaît pas l'anatomie, donc ils vont dire, je sens là sur le côté, je sens des fois aussi que ça descend sur la face latérale de la cuisse. Et ça, c'est intéressant parce que bien, on se rend compte que il y a des moyens de compensation à cette baisse de force du moyen fessier, notamment par justement le tenseur du fascia lata. Et donc, les patients vont dire, d'un côté, je sens vraiment toute la bande latérale, y compris au niveau de la fesse, et ça descend. Et de l'autre, ils vont décrire, eh bien, je sens plutôt vers le bas, mais au niveau de la fesse, rien du tout. Et c'est vrai que ça, l'absence de sensation de contraction, c'est quasiment, je dirais presque pathognomonique d'une inhibition, d'un excès d'inhibition motrice. C'est-à-dire que le patient ne sait plus du tout comment contracter et savoir où est-ce que ça se contracte. Et là, vous allez retrouver aussi des patients qui vont décrire des gênes et des tensions et voire même des douleurs sur la bandelette iliotibiale, voire à l'insertion sur le compartiment externe du genou, mais parce que le tenseur du fascia lata, c'est plutôt un abducteur accessoire et donc bah, il est en train de surcompenser cette inhibition motrice du moyen fessier. Et bon nombre de gens à qui on va redonner de la force dans le moyen fessier vont avoir leur douleur de compartiment externe du genou disparaître. Un de mes collègues, souvent, moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit c'est quand la hanche souffre, le genou pleure, et c'est vrai que ben, on se rend compte que bon, il y a bon nombre de pathologies de genoux, notamment de douleurs de compartiment, peuvent être traitées juste en rééquilibrant notamment la stabilité du bassin. Deuxième possibilité de diagnostic, et je vous avoue celle que je préfère, c'est plutôt en décubitus latéral, parce que là, on va vraiment travailler sur la composante plutôt de stabilité, qui est vraiment le travail préférentiel du moyen fessier. Donc, eh bien, on va réaliser un vrai break test du moyen fessier. Le patient est en décubitus latéral. On va pousser toujours, alors plutôt sur la face latérale de la cuisse pour essayer donc de tester ce moyen fessier. Soit vous le faites en jambes tendues, ou si on veut être vraiment plus spécifique du moyen fessier, je vous engage à plutôt le faire à jambes fléchies.
et on enlève donc la composante du TFL. Et là, voilà, c'est là où vous allez vraiment avoir le différentiel entre un côté par rapport à l'autre sur la force. Et toujours pareil, de bien faire décrire au patient quelles peuvent être ses sensations lorsqu'il fait ce mouvement, qu'est-ce qu'il sent, à quel niveau, etc. Ensuite, on va y rajouter un test fonctionnel dynamique. Et donc, le test fonctionnel dynamique du moyen fessier, eh bien, c'est l'appui unipodal. Donc, le patient va se tenir en appui d'un côté puis de l'autre. On va lui demander de sentir s'il se sent stabilisé ou pas. Alors, bien sûr, hein, sur un appui unipodal, vous allez avoir plusieurs articulations qui rentrent en jeu, notamment la cheville. Donc, si on a une instabilité de cheville, vous allez avoir bien classiquement les tendons du pied qui dansent, vous allez voir que la cheville bouge beaucoup. Mais là, on est plutôt sur une instabilité de cheville. Par contre, là où on retrouve plutôt une instabilité du moyen fessier du bassin, c'est quand vous allez avoir le patient, eh bien, vous allez voir qu'il cherche son équilibre au niveau du tronc et qui a du mal à se stabiliser. On peut faire aussi rajouter du déséquilibre en demandant au patient de tendre les bras. On peut lui faire aussi fermer les yeux et voir si l'instabilité augmente. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, il y a possibilité de compenser avec ce TFL. Et si au niveau analytique sur la table, vous avez retrouvé quand même une grosse différence entre la droite et la gauche et que vous avez l'impression que ça se retrouve pas trop sur l'appui unipodal, vous pouvez demander au patient juste de déverrouiller le genou de 10-15 degrés de manière à éliminer cette composante du TFL et vous allez voir que là, le patient va se sentir instable. Attention aussi, autre moyen de compensation et qui est à relever quand vous faites l'analyse de l'appui unipodal, c'est le patient qui va venir se pencher du côté testé de manière à empiler, mettre son centre de gravité au-dessus de l'articulation de la hanche de manière à se stabiliser. Donc, si vous avez ça, que le patient dit oh, ben, finalement je me sens stable, donc vous allez dire attendez, essayez de vous tenir bien droit, et là vous allez voir que eh bien la stabilité s'en retrouve perturbée. Autre possibilité aussi, c'est de mettre un appui controlatéral au côté testé, donc au niveau de l'épaule, pour rajouter un peu de pression pour voir si la stabilité s'en retrouve fortement perturbée ou pas. Voilà. Donc tout ça, ces diagnostics nous permet de tester si on est en face d'une inhibition motrice et quelles peuvent être les répercussions au niveau fonctionnel sur la stabilité du bassin. Ça va aussi nous servir de référence, de test quand on va faire une séance, notamment de reprogrammation neuromotrice. Eh bien, on refera ces tests à la fin de la séance pour voir si on a obtenu donc une meilleure stabilité. Donc, quelles sont les techniques de prise en charge que l'on propose? Eh bien, nous, donc, c'est la reprogrammation neuromotrice avec la méthode Alian. Donc, cette reprogrammation neuromotrice, c'est une méthode qui permet soit de corriger ou de modifier un automatisme moteur, soit carrément d'acquérir un automatisme moteur. Donc, vous voyez, on va avoir globalement trois types de séances. Vous allez avoir quelqu'un qui ne sait plus du tout faire un mouvement. Et donc, du coup, on va devoir lui faire acquérir un automatisme moteur. Vous pouvez avoir quelqu'un qui fait un mouvement, mais complètement dysfonctionnel. Donc là, le but, ça va être de corriger ce mouvement dysfonctionnel. Et puis, troisième possibilité, c'est le patient qui fait le geste de façon bonne, mais on veut le rendre encore plus optimal et on est plutôt sur le travail de la gestuelle sportive. Pour cela, donc en reprogrammation neuromotrice, on va se servir d'un triptyque qui est la proprioception, l'imagerie mentale et les sons de basse fréquence. Donc, si on les décompose les uns après les autres, les sensations proprioceptives, bien finalement, on a commencé déjà à les faire remonter lors de notre bilan moteur. Donc, c'est notre premier temps de travail des sensations proprioceptives. Comme je vous l'ai dit, sur le test, on va demander au patient de sentir
eh bien, quelles sont les différences droite-gauche, où est-ce qu'il se contracte, quelles peuvent être les sensations, par exemple, de facilité, de concentration, etc. Donc, tout ça vont faire que eh bien, le cerveau du patient va commencer à se focaliser sur un déficit précis. Et c'est ça qui est important parce que on est déjà dans, pour moi, la correction, l'autocorrection du cerveau. Donc, du coup, d'où l'importance de faire des photos, des vidéos, de montrer aux patients, de pas être dans l'éduction. Souvent, c'est difficile, c'est-à-dire que il faut montrer d'abord au patient, voir si lui, il voit quelque chose qui pose problème. Parce que pour moi, ça n'a pas la même force si le cerveau du patient commence à se focaliser sur un déficit en disant ah oui, là, tiens, là, il y a une problématique, que si c'est le kiné qui l'induit. Parce que là, si c'est le kiné qui l'induit en disant, voyez, ça, vous le faites mal, ça ne parlera pas forcément au patient, il aura du mal à la corriger. Ensuite, lors de la séance de reprogrammation neuromotrice, on va faire vraiment un travail proprioceptif poussé sur d'abord le côté à corriger. Donc, imaginons notre moyen fessier, on va réaliser le mouvement test comme je vous l'ai montré et on va demander au patient de se focaliser sur ce mouvement test. Et avec ça, on va travailler en imagerie mentale. L'imagerie mentale, on en parle beaucoup depuis quelques années, notamment depuis cette étude d'Anna Kawa devenue célèbre en 2008, qui, grâce à l'IRM fonctionnel, avait permis de montrer que, eh bien, lorsque l'on imagine un mouvement, ça correspond à plus de 90% des mêmes zones que si on réalisait le mouvement. Là, vous voyez sur la partie gauche de la présentation, en haut, c'est lorsque l'on stimule les neuromoteurs, où est-ce que les aires motrices s'allument. Ensuite, sur la deuxième ligne en turquoise, vous avez lorsque l'on imagine le mouvement. Et ensuite, sur la partie violette, lorsque l'on réalise vraiment le mouvement. Et sur la dernière partie, la superposition des deux, à savoir l'imagerie et le mouvement. Et voilà, c'est là où on s'est aperçu qu'en fait, il y a vraiment une véritable équivalence neurofonctionnelle entre imagerie et exécution. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, à plusieurs titres, mais notamment, ça permet de travailler hors action, dans le sens où, par exemple, un patient qui aurait des difficultés à réaliser un mouvement ou qui aurait une douleur lors d'un mouvement, en imagerie mentale, il peut très bien s'imaginer faire le mouvement le plus optimal et puis un mouvement non douloureux. La deuxième chose qui va être très intéressante, eh bien, comme on a vu juste avant, c'est que ça va permettre d'activer ces connexions neuronales de comment je vais réaliser le mouvement et donc du coup de retrouver des fois des schémas de connexion qui seraient perdus ou redonner une gestuelle plus fonctionnelle et moins dysfonctionnelle. Donc une fois que le patient a travaillé en imagerie mentale sur ce côté déficitaire, eh bien, on va se servir ensuite de sons de basse fréquence grâce à un dispositif que l'on nomme l'AlphaBox. Ces sons-là, ils vont permettre deux choses. Et c'est pour ça qu'il y a deux types de sons. Il y a des premiers sons dits pulsés. Ce sont des sons de basse fréquence qui vont permettre de mettre le cerveau du patient dans un certain état de relâchement que l'on appelle le mode alpha. On sait que le cerveau fonctionne avec des ondes, alpha, bêta, gamma, et cet état alpha est intéressant. On appelle ça aussi le mode hypovigilance. C'est un mode où le cerveau du patient va être hypovigilant, mais plutôt du monde extérieur. Par contre, hyper concentré sur une tâche. Classiquement, moi je donne souvent cette image, c'est la personne qui est en train de conduire, qui est en train de réfléchir à quelque chose et qui s'aperçoit que la route a défilé et qu'il n'a pas été forcément attentif à ce qui se passait à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas présent, parce que si jamais il se passe quelque chose, une voiture freine devant nous, le cerveau va reprendre le contrôle et va réagir. Mais ça permet de mettre donc le cerveau dans un état de concentration et c'est ça qui va permettre de fixer quelque chose dans la séance de reprogrammation neuromotrice. Le deuxième type de son,
c'est, on appelle ça le son associé, donc c'est un son choisi par le patient et ou on appelle ça aussi le son d'ancrage, qui va permettre vraiment d'accompagner le patient dans son travail cognitif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voudra ancrer quelque chose de précis, on va actionner le son, qui va être un son de rappel pour le cerveau en disant ça, c'est important, je veux le retenir. Voilà. Ça, c'est classiquement quelque chose qui permet de passer des informations du superficiel au profond, parce que le cerveau, bien, il a des informations multiples qui arrivent tous les jours. Il y a des choses qui vont rester en superficie, qui vont progressivement s'effacer, et puis il y a des choses qu'il va devoir garder et ancrer. Donc nous, dans la séance de reprogrammation neuromotrice, c'est ce que l'on fait. Ce que l'on veut changer ou corriger, on veut que ça s'ancre profondément dans le système sous-cortical. C'est ce à quoi les sons vont servir. Quelles sont les limites de la reprogrammation neuromotrice? Eh bien, première limite, on le voit très vite, hein, vu que le patient doit verbaliser beaucoup de choses sur ses sensations et avoir aussi une compréhension de ce qu'on lui demande assez marquée, eh bien, des capacités cognitives trop dégradées vont être une limite à ce type de prise en charge, notamment chez des patients neurologiques qui auraient des difficultés à verbaliser, à comprendre ce qu'on leur demande. Autre limite, ce sont les atteintes mécaniques du système d'exécution de la commande motrice. Comme je l'ai dit, s'il y a une atteinte nerveuse, s'il y a une atteinte de la moelle, s'il y a une atteinte section de muscles, voilà, le système ne fonctionne plus, bien sûr, on ne fait pas repousser ni les nerfs ni la moelle. Donc du coup, bien sûr, ça c'est une limite. Autre limite, ce sont les patients hyperalgiques, c'est-à-dire des patients qui vont avoir des douleurs sur le N à plus de 8 sur 10. Pourquoi? Parce que ça va être des patients qui vont être vraiment auto-centrés sur la douleur et à chaque fois qu'on va vouloir faire remonter les sensations, eh bien, il n'y a que la douleur qui va apparaître et qui va forcément gêner la séance de reprogrammation neuromotrice. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on fera jamais de séance chez ces patients-là, mais c'est pouvoir les réorienter et leur dire voilà, là, vous avez besoin d'abord de traiter votre douleur parce que il n'y a que la douleur qui apparaît. Une fois que cette douleur soit moindre, on pourra faire la séance de reprogrammation neuromotrice. Autre limite plus ou moins, c'est pour moi la barrière de la langue. Parce que dans la verbalisation, le thérapeute doit être capable de comprendre ce que dit le patient. Et c'est vrai que ça peut être une limite si on ne comprend pas bien ce que le patient dit, ou l'inverse, si le patient ne comprend pas bien les ordres du thérapeute, on va avoir beaucoup de déperdition d'informations et ça va engager vraiment le résultat avec un résultat souvent qui est moindre. Pour illustrer tous ces propos par rapport à la boiterie, je vous ai mis un cas clinique d'une patiente qui avait donc, vous allez voir, une boiterie consécutive à une forte douleur lors d'une chute sur le genou. On est à plus de 2 ans de ce traumatisme et donc vous allez voir, la patiente décrit notamment sur monter et descendre des escaliers des difficultés, vous le voyez, sur le côté droit pour passer notamment le pas avec de fortes douleurs au niveau du genou. Et je vais vous montrer la vidéo, donc vous voyez ce côté droit avec ce passage sur le côté, cette inclinaison là de boiterie au niveau de la hanche à droite, et lors de la descente, une esquive du passage du pas sur le côté droit. Sur le testing des inhibitions motrices, on trouvait un gros déficit du moyen fessier à droite, ainsi qu'un déficit sur le quadriceps
de verrouillage du genou. Donc, on a fait une seule séance de reprogrammation neuromotrice sur ces deux muscles. Et voilà ce que l'on obtient après la séance. Voilà. Hop, pardon, ça c'était la vidéo d'avant. Voilà ce que l'on obtient après la séance. Donc, on n'a plus de boiterie sur la montée des escaliers et un passage beaucoup plus fluide sur la descente des escaliers. Et c'est surtout ce qui est intéressant pour la patiente, c'est beaucoup moins de douleur au niveau du genou. Donc, classiquement, quand on fait ce genre de séance, le but, c'est maximiser ce que l'on a fait en reprogrammation neuromotrice. Donc, dans les conseils que l'on donne aux patients à la fin de la séance, eh bien, c'est de reprendre des séances de rééducation, de travailler sur ce qui a été fait en reprogrammation neuromotrice, à savoir la sensation du moyen fessier, la sensation du verrouillage du genou, et on va laisser passer un mois, laisser vraiment le temps de travailler avec son thérapeute, et on revoit le patient un mois après. On voit si tout est OK, si tout fonctionne, s'il y a besoin éventuellement de travailler sur d'autres choses. Par exemple, ça pourrait être plus sur un côté fonctionnel, mais classiquement, on voit le patient, voilà, 2 fois et cela suffit largement. En conclusion de tout ça, moi, il y a vraiment un message que je veux faire passer, c'est que de penser vraiment aux inhibitions motrices lorsque vous avez des signaux d'alerte tels qu'une rééducation anormalement lente ou difficile ou qui stagne, ou des patients qui vous disent voilà, je suis trop douloureux, je progresse plus, j'ai envie d'arrêter, etc. Un auto-entretien de phénomènes douloureux ou de signes d'inflammation, une immobilisation plus longue que la normale, ainsi qu'une persistance d'une amyotrophie assez marquée, un testing musculaire qui est perturbé avec une perte d'amplitude active, alors que la mobilité passive est quasiment normale, des présences de co-contractions que l'on peut retrouver par exemple aussi sur le genou, quadriceps ischio-jambier, notamment des myoclonies avec des tremblements, une boiterie résiduelle, une difficulté de mouvement. Voilà. J'espère qu'à la suite de ce webinaire, eh bien, vous serez nombreux à penser à ces inhibitions motrices et notamment à les tester. Je vous ai mis quelques biographies que vous pouvez retrouver dans le replay, voilà, sur ces inhibitions motrices qui commencent à être vraiment de plus en plus étudiées, notamment sur le genou. Si vous voulez trouver un praticien Aliane près de chez vous, je vous dirige vers le site d'Aliane où vous avez donc une cartographie de tous les praticiens Aliane de France et aussi maintenant en Espagne, en Portugal, en Belgique, en Suisse, pour vous rapprocher d'un praticien auquel vous voulez adresser un patient. Si jamais vous voulez vous former vous-même, eh bien, pareil, vous pouvez aussi aller directement sur le site d'Aliane. Vous retrouvez donc les formations aux inhibitions motrices et les formations pour devenir praticien expert en reprogrammation neuromotrice. Vous aurez un webinar au mois de mars, le 10 mars, sur vraiment les inhibitions motrices d'origine centrale, animé par votre serviteur. Enfin, eh bien, si vous avez des questions, nous allons tout de suite passer donc via le chat à toutes les questions sur ce sujet. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et eh bien, je vais me tenir prêt à répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi éventuellement me solliciter sur mon mail sladoucette@gmail.com. Voilà, il n'y a pas de souci pour que je puisse répondre à vos attentes. Alors, je vais tout de suite couper l'écran pour pouvoir me concentrer sur
vos questions. Mais vous m'entendez toujours. Hop. Alors, première question. Alors, il y a pas mal de questions. Donc, première question. Alors, les questions sur les attestations, ça c'est pour les étudiants. Vous pouvez solliciter, donc pour tout ce qui est attestation, il faut demander au service d'Allianz. Première question. Concernant le son, on peut donc considérer qu'il s'agit d'une sorte d'indissage. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que veut dire le terme d'indissage. Mais en tout cas, le son, comme je vous l'ai dit, le son permet et de mettre le patient dans un certain état, le cerveau dans un état qu'on appelle le mode alpha. Et c'est ça qui va permettre d'ancrer quelque chose et travailler ces inhibitions motrices, notamment celles d'origine centrale, de façon puissante. Le deuxième son, eh bien, c'est un son d'ancrage, comme je l'ai dit, qui va permettre de vraiment ancrer au niveau sous-cortical les changements que l'on veut opérer au niveau de la reprogrammation neuromotrice. Donc voilà, c'est vraiment à quoi servent ces deux sons. Est-ce que cette méthode pourrait être applicable pour les personnes souffrant de pathologies respiratoires afin d'optimiser leur respiration? Alors tout ça, c'est intéressant parce que eh bien, on s'aperçoit que la reprogrammation neuromotrice est assez récente puisque la méthode n'a que 3 ans et que dans l'évolution des prises en charge, bien, on s'aperçoit que le type de pathologie à laquelle ça s'adresse est assez vaste et vraiment a tendance à vraiment s'étendre. Il y a des répercussions maintenant sur le travail sur quelque chose de très précis comme les ATM, travail en urogynéco. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas de notion de personnes s'étant penchées sur les effets de cette méthode sur des pathologies respiratoires. Mais ma foi, Clémence, si tu es prête à travailler sur ça, ça sera avec grand plaisir parce que je pense que ça peut être très intéressant. Autre question, c'est sur les personnes qui ont subi une amputation. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui a déjà été très fréquemment utilisé. Alors si on revient au thème de ce soir, à savoir les boiteries et le moyen fessier, eh bien forcément, du côté amputé, on va avoir vraiment une différence d'appui droite-gauche. Et j'ai notamment un de mes collègues qui est amputé tibial, à qui on a fait une séance et qui avait notamment des douleurs assez fréquentes au niveau du bassin, au niveau du dos. Et on s'est aperçu qu'il avait un gros déficit au niveau du moyen fessier. Et bien juste après la séance et qu'on avait rééquilibré cette stabilité du bassin, il est allé courir et bien il s'est aperçu qu'effectivement il n'avait plus de douleur qui apparaissaient. Donc, comme je vous l'ai dit, un bon nombre de pathologies sous-jacentes peuvent être corrigées par un travail sur la stabilité de bassin et notamment donc ce rééquilibrage au niveau du moyen fessier. Autre question, est-ce que les sons sont associés à des mouvements à réaliser? Non, les sons, à chaque fois, ils vont être plutôt associés au travail d'imagerie mentale. À chaque fois que le patient, donc lorsque vous apprenez à faire la méthode de reprogrammation neuromotrice, il y a vraiment des moments très précis où on va actionner les sons, et notamment au niveau de l'imagerie mentale.
Est-ce que les inhibitions motrices sont-elles fréquentes? Eh bien oui, on se rend compte que on retrouve bon nombre d'inhibitions motrices. Alors bien sûr, hein, tout n'est pas inhibition motrice. La méthode Aliane, c'est vraiment un outil en plus dans notre boîte à outils pour pouvoir travailler chez les gens, notamment en échec thérapeutique, chez lesquels on a du mal à savoir quelles peuvent être les origines. Mais aussi, par exemple, chez les gens qui vont avoir des douleurs chroniques, des tendinopathies, des douleurs qui ont tendance à venir, repartir, revenir, etc. Et on s'aperçoit que, bien oui, ça revient parce qu'il y a une surutilisation de certaines zones dues à une inhibition motrice. Et lorsque l'on lève ces inhibitions motrices, ces douleurs vont disparaître. On va retrouver aussi des inhibitions motrices responsables, donc comme je vous l'ai dit, de perturbations de la gestuelle. Et donc du coup, lors de l'analyse biomécanique, notamment par exemple des épaules, où il est assez fréquent de retrouver des inhibitions motrices, notamment sur les stabilisateurs de la scapula. Ça fera sûrement l'objet d'un prochain webinaire parce que c'est assez fréquent sur les tendinopathies de la coiffe de rotateur notamment de retrouver des inhibitions motrices à la fois sur les stabilisateurs mais aussi sur les muscles comme le deltoïde antérieur et avec beaucoup de répercussions et des douleurs au niveau de l'épaule. Merci beaucoup, merci à vous. Comment expliquer que les résultats soient aussi rapides? Eh bien, cet effet, c'est vrai que ça peut être assez surprenant, cet effet un peu on-off, mais ça vient du fait que, eh bien, le cerveau, lorsqu'on va lui remontrer comment fonctionner, eh bien, il va se l'approprier directement. Il voit que ça fonctionne, il sait comment faire parce que les schémas de connexion sont toujours présents, hein, ils n'ont pas disparu, ils sont quelque part. Le cerveau ne les actionnait plus, mais ils sont toujours présents. Ce qu'on va faire, et on se sert aussi d'une autre qualité neurofonctionnelle du cerveau, c'est ce qu'on appelle le neurone miroir. C'est aussi cette qualité de servir du côté sain pour le transposer vers le côté pathologique. Et ça, voilà, c'est ça qui rend des fois un peu l'effet un peu bluffant, c'est que bien le cerveau va se le réapproprier de suite et va le corriger instantanément. Est-ce que les sons peuvent être appliqués à des patients souffrant de problèmes psychologiques graves? Alors, c'est une question qui a déjà été posée. Effectivement, ça nous arrive de réorienter si on voit que le patient souffre de problèmes psychologiques graves, si jamais il n'est pas suivi déjà. Si jamais l'atteinte psychologique est trop marquée dans le sens où il y a eu un événement traumatisant qui bloque, on va dire, le patient sur cet événement. Donc, on a besoin, notamment, la technique de l'EMDR a beaucoup de bons résultats dans ce cadre-là, d'envoyer d'abord le patient voir un thérapeute de manière à lever ce blocage. L'hypnose aussi, auquel on raccroche souvent, hein, l'hypnose peut lever certains barrages qui permet ensuite de pouvoir faire une séance de reprogrammation neuromotrice. Donc, ce sont deux, euh, deux méthodologies assez complémentaires et intéressantes. Voilà. Donc, oui, on peut le faire, mais il faut bien savoir si le patient est suivi et s'il n'y a pas des moyens de décompensation ou des blocages qui auraient besoin d'être levés. Autre question. Est-ce que tu peux utiliser la méthode chez les enfants? Alors, bonsoir Corentin. Merci pour ta question. Bien sûr, la méthode peut être utilisée chez les enfants. Classiquement, on dit qu'il faut avoir un développement cognitif quand même plutôt vers 7 ans qui permet de verbaliser et de comprendre ce qu'on demande. Donc, oui, vers l'âge de 7 ans, moi, pour l'avoir fait avec un enfant de 7 ans, c'est tout à fait possible. Alors, il y a la précision d'Anaël. Merci Anaël sur l'indissage. Par exemple, utilisé dans la rédaction du Parkinsonien pour passer le pas, casser les fascinations, etc.
On pourrait proposer d'utiliser celle-là de cette manière peut-être. Alors oui, alors moi ça m'est arrivé de faire des séances effectivement avec des syndromes parkinsoniens, avec vraiment de bons résultats parce que cela permet d'ancrer effectivement et travailler, comme tu le dis, de caster ces fascinations, ces petits pas là qu'ils font notamment quand ils approchent d'un obstacle ou qu'on leur demande de faire un demi-tour. Donc, notamment de travailler sur les sensations bien de lever bien les pieds, de bien monter les jambes de manière à pas faire ces petits pas. Et donc, oui, ça a effectivement pas mal de bons résultats. Maintenant, du coup, je comprends mieux quelle était la question. Au niveau des épaules, pensez-vous que l'inhibition motrice pourrait réduire le temps de rééducation parfois très long des tendinopathies? Comment les diagnostiquer? Eh bien, oui. Effectivement, comme je l'ai dit, hein, il y a vraiment beaucoup d'inhibition motrice dans les tendinopathies d'épaule, notamment sur les muscles stabilisateurs de la scapula, avec une perturbation du rythme scapulo-huméral. Et lorsque l'on travaille ça, déjà, rien que de travailler sur ce rythme scapulo-huméral et sur cette stabilisation de la scapula, ça a déjà beaucoup d'impact sur les pathologies d'épaule. Ensuite, on a souvent besoin de travailler aussi sur les muscles activateurs. Comme je vous l'ai dit, on retrouve pas mal aussi d'inhibition de la portion antérieure du deltoïde, surtout chez des gens qui décrivent des douleurs sur la face antérieure. Ça veut dire qu'ils sont en train de solliciter plus leur lombiceps que la partie antérieure du deltoïde. Et le lombiceps, pareil, hein, il n'est pas fait pour faire ce mouvement, même si il peut le faire, c'est un élévateur accessoire. Lui, c'est plutôt un fléchisseur du coude. Eh bien, il va avoir tendance à devenir douloureux, notamment dans la portion antérieure dans la gaine. Et là, eh bien, dès qu'on va redonner de la force au deltoïde antérieur, ces douleurs antérieures vont disparaître. Autre question, bonsoir. Est-ce que les effets peuvent durer combien de temps? Bien, les effets, non, ils deviennent pérennes, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont ancrés, ça ne bouge pas. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de revoir les patients un mois après, parce que, eh bien, on voit que non seulement ils ont continué à garder ce qu'on avait travaillé dans la séance, mais souvent même ils ont continué à progresser, parce que c'est pas parce qu'on donne de nouveau en contrôle neuromusculaire, donc on est plutôt sur quelque chose de qualitatif, qu'on va retrouver bien sûr toute la force musculaire, parce que surtout si c'est chez quelqu'un et que ça fait longtemps qu'il a cette pathologie, eh bien il a perdu aussi de la force musculaire, donc on a besoin de le retravailler. Et c'est pour ça que on, toujours on envoie ensuite le patient en rééducation pour maximiser et potentialiser le travail fait en séance de reprogrammation neuromotrice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Y a-t-il un type de patient plus réceptif à cette méthode thérapeutique? Non, je dirais pas qu'il y ait patient plus réceptif que d'autres. Il y a des patients qui vont avoir peut-être plus de facilité, notamment en imagerie mentale, en rapidité d'imagerie mentale, comme bien sûr les sportifs, mais au niveau réceptif, non. Euh, Ce qu'il faut faire attention, c'est ce que j'ai dit, c'est plutôt les domaines d'exclusion, comme les capacités cognitives trop dégradées, les douleurs trop aiguës et les pathologies neurologiques avérées avec des lésions. Mais sinon, voilà, c'est plutôt des facilités, je dirais, à l'imagerie mentale. Mais globalement, il y a même des gens qui disent au départ, ouais, je sais pas trop si je vais y arriver, et puis finalement qui arrivent très bien. Voilà, je crois que eh bien, on a fait le tour des questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup toutes et toutes d'avoir
assisté à ce webinaire. Donc, je vous donne rendez-vous eh bien, le 10 mars pour un autre webinaire sur les inhibitions motrices. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite.